Je peux l'enlever. Je reste à distance. Voilà, bonsoir messieurs, dames. Merci d'être venus, d'avoir su braver la chaleur, les virus et autres. Donc je me présente. Je suis Anita Grimond-Denner, je suis naturopathe, conseillère en psychologie, conférencière et auteur. Mais en fait, tout ça, ce sont des étiquettes. Vous savez ce que je suis réellement? Je suis passionnée par ce que je fais. J'ai mis toute mon énergie, toute ma passion, tout mon amour dans cette thématique de conférence. J'en ai plein d'autres encore sous le coude. Je vous en parlerai après à la fin de la conférence. Et je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Et je suis surtout très passionnée par le fait de le partager. Parce que sans partage, la vie n'a pas grande saveur. Donc voilà, je tenais à vous remercier vraiment chacune et chacun d'être venus ce soir. Donc, on va parler ce soir des virus. Mais tout d'abord, je vais vous parler de naturopathie. Vous voyez bien, parce que je ne sais plus quoi dire. Donc la naturopathie, c'est quoi? C'est tout d'abord comprendre la maladie pour aider le corps à retrouver la santé. Comprendre la maladie, ça veut dire que, en fait, la maladie, c'est du genre féminin. On dit la maladie. Je trouve qu'on devrait dire le mal à dit. Une maladie est toujours là pour vous dire quelque chose, qu'il y a une disharmonie en vous et qu'il faut essayer de régler, de récompenser. Donc, comprendre la maladie. En fait, en naturopathie, on n'aime pas étouffer un symptôme. On aime bien comprendre pourquoi il y a le symptôme, creuser en profondeur. Et en général, quand on trouve l'origine du mal, le symptôme disparaît. Donc voilà, on détoxine beaucoup son corps via la naturopathie, alors par des plantes, essentiellement, c'est toujours des moyens naturels qu'on utilise. On refait le plein d'énergie par la suite. On découvre l'alimentation vivante physiologique. Ça, c'est l'alimentation santé en 10 commandements. C'est une autre conférence que je donne également qui est très importante. Et surtout, la naturopathie aide à retrouver les capacités d'auto-guérison. On a tous en soi une intelligence du corps qui veut toujours que la santé soit présente. Nous, ce qu'on fait, on appelle ça la force vitale en naturopathie, et ça consiste à booster cette force vitale, ce pouvoir d'auto-guérison qu'on a tous en soi. On devient autonome dans la gestion de sa santé, c'est-à-dire que j'aime bien, quand je reçois une personne dans mon cabinet, la rendre responsable de ses choix, surtout alimentaires, de ses choix de vie. Voilà, et pour découvrir également le pouvoir de notre esprit sur le corps. Bref, la naturopathie englobe non pas seulement le corps physique de chaque individu, mais également le corps psychologique. On appelle ça une médecine alternative holistique. Holistique, c'est qui comprend l'être humain dans sa globalité. Alors, ce soir, on va parler des virus. Alors, les virus, c'est pour qui? Il y a Louis Pasteur qui a dit « Le microbe n'est rien, le terrain est tout ». Alors, qu'est-ce que c'est que le terrain? C'est tout d'abord, vous êtes là, vous, hein, voilà. C'est tout d'abord le patrimoine qu'on a eu de nos parents au départ. C'est notre constitution, notre ADN qui ainsi fait. Par après, il y a tous les facteurs influençables environnementaux qui vont faire que deux personnes ne vont pas s'orienter de la même manière. Par exemple, des jumeaux, une fois qu'ils sont nés, ils sont identiques, mais après, ils ne vivent pas tous les mêmes choses, ne vivent pas les mêmes expériences, ni les mêmes croyances, etc. Ce sont des fonctionnements qui changent en fonction d'un individu à l'autre. Donc, en fonction des facteurs influençables, on va avoir un tempérament. Et puis la toxémie, on va voir après ce que c'est. C'est le seuil de toxines qu'on a à l'intérieur de notre corps. Tout le monde en a. Personne n'est pur à 100%, ça n'existe pas. Donc le tempérament, la toxémie et la constitution donnent donc le terrain. C'est ce que vous êtes. Donc combien de terrains y a-t-il sur cette planète? Environ 7,5 milliards. Il n'y a pas deux terrains qui se ressemblent. Il n'y a pas deux individus qui soient exactement à l'identique. On est tous chacun uniques. Donc, c'est vrai qu'en naturopathie, on parle de terrain. Le terrain, donc vous, votre mentalité, votre mental, votre corps psychologique et votre corps physique. Alors, le virus, c'est quoi? C'est un agent infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. En fait, il ne peut pas vivre comme ça, il faut qu'il aille à l'intérieur de
de la cellule pour se répliquer. Alors juste pour vous donner un petit aperçu, donc voilà la taille au microscope d'une cellule, d'une bactérie, et puis là, le virus. C'est vrai qu'il y en a un particulièrement virulent depuis quelques temps qui nous embête bien. En plus, il est petit et voilà. Donc, comment ça se passe? Eh bien, le virus, il pénètre dans la cellule, il se réplique à l'intérieur de la cellule, il se multiplie, il en ressort et il va infecter ainsi d'autres cellules dans l'organisme. Voilà la propagation qui se fait vue d'un microscope. Et cette propagation, eh bien, comment se fait-elle? Par diverses voies. Alors, avant tout, il faut savoir que via la toux ou l'éternuement, quand on éternue, les postillons peuvent aller jusqu'à 4 mètres de distance, ce qui est quand même pas mal. Arrivés à cette distance, ils peuvent rester jusqu'à 45 minutes en suspension dans l'air. Donc il prend son temps, hein, il n'est pas très lourd. Là, sur les vêtements et masques, il peut rester jusqu'à 12 heures. C'est en moyenne, hein, je ne parle pas spécialement du Covid, je parle des virus en général. Le métal et le verre, ça peut durer jusqu'à 5 jours. Le plastique, 6 à 9 jours. Le papier, 4 à 5 jours. Le bois, jusqu'à 4 jours, etc., etc. Et sur la peau, quelques minutes. D'où quand même l'intérêt de se laver fréquemment les mains. Donc on est bien d'accord que le virus, il est là pour tout le monde. D'accord? Il est là pour tout le monde. Il se propage, il est là pour tout le monde. Il est sur les poignées de porte, il est sur les objets qu'on touche, il est dans l'air qu'on respire. Il est vraiment là pour tout le monde. Alors, en naturopathie, on se demande pourquoi il y a des personnes qui restent en bonne santé et d'autres qui sont malades. Et une fois de plus, ce n'est qu'une question de terrain. Le terrain va accepter ou non le virus. Ou il va se défendre, ou il va l'accepter. Enfin, l'accepter, je m'entends bien, ou il va se laisser infecter par ce virus. Donc, la notion de terrain est très, très, très importante à ce niveau-là. Alors, c'est une métaphore, je tiens bien à le préciser. Imaginez, le virus, c'est un cafard. D'accord? C'est une métaphore. Hein? Le virus est un cafard. À votre avis, où aime-t-il proliférer? Ici ou là? Là. C'est un peu pareil pour notre organisme. Je tiens à préciser, c'est une métaphore. Plus on est intoxiné, plus on a des chances de développer et de se laisser infecter par les virus. Donc, on en revient toujours à ce schéma. La vitalité, l'énergie vitale, c'est donc la force vitale qu'on a en soi, qui permet donc de se guérir. Elle est influencée par l'hérédité, par l'environnement, l'alimentation, l'hygiène de vie, etc. Le physique, physiologique, biologique, biochimique, mais tout ça on ne va pas rentrer dedans parce que la conférence durerait 3 heures, et surtout le psycho-émotionnel qui entre également en ligne de compte. Alors, vous avez, vous, le schéma que j'ai ici. Tout est dit, en naturopathie, tout est dit là-dessus. C'est très, comme ça a l'air un peu compliqué, mais ça ne l'est pas. Nous avons tous des toxines exogènes. C'est quoi les toxines exogènes? C'est des toxines qui viennent de l'extérieur. C'est souvent l'alimentation qui n'est pas très adaptée, les produits industriels, les produits raffinés, les produits laitiers, les graisses saturées, les graisses trans, les aliments trop grillés, brûlés. L'environnement, c'est la pollution atmosphérique et dans nos intérieurs, parce qu'on a également beaucoup de pollution à l'intérieur avec les ondes Wi-Fi, etc. Le tabagisme, les médicaments, le stress, la dépression, le mal-être. Tout ça, ce sont des toxines qui viennent de l'extérieur. Exogènes, c'est qui viennent de l'extérieur. Après, vous avez les toxines endogènes qui viennent de l'intérieur de l'organisme. C'est quoi? C'est les toxines qu'on se fabrique, nous, tout le temps. On s'en fabrique constamment, toute la journée. C'est le cholestérol, les radicaux libres, les alcaloïdes, l'urée, les acides uriques, pyruviques, acétiques, etc. Par exemple, un sportif va se faire beaucoup de toxines endogènes parce qu'en faisant énormément de sport, on cause un stress à l'organisme et ça fait partie de ces toxines-là. Elles sont tout à fait normales et voilà.
C'est notre métabolisme qui crée ces toxines-là. Donc il y a les toxines exogènes et endogènes qui vont donner un seuil de toxémie. La toxémie va se mesurer, par exemple, par une prise de sang, on va voir à quel point on est intoxiqué. Après, quand on a ce seuil de toxémie qui est un peu trop élevé, on a nos organes émonctoires qui devront éliminer ces toxines. Rein, foie, intestin, poumon, peau. Ça, ce sont nos 5 organes émonctoires qui doivent éliminer ce trop-plein de toxines. Et quand ils n'y arrivent plus, quand ils sont surchargés, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, il y a des maladies qui apparaissent. Et en naturopathie, on a 2 types de maladies, les maladies à col et les maladies de cristaux. Les maladies à col, c'est tout ce qui coule. Bronchite, sinusite, tout ce qui a des glaires, des expectorations, des diarrhées, tout ce qui est en rapport avec la mucosité, etc. L'exémation à temps, les kystes. Ce sont des maladies à col. Je sais que c'est un peu barbare tout ça, mais c'est juste pour vous faire comprendre comment notre organisme fonctionne. Les maladies à col, et après vous avez les maladies à cristaux. Les maladies de cristaux font mal. C'est-à-dire, quand on a, vous savez la tête, quand on tourne la tête, on entend toujours que ça fait ça, ce sont des dépôts de cristaux qui se mettent dans les articulations. Quand on a la goutte, je sais pas s'il y a des gens qui souffrent de gouttes parmi vous, ce sont des calculs, des petits comme du sable qui vient se mettre dans les articulations et c'est très 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 douloureux paraît-il. Les boutons, les mangeaisons, crevasses, fissures de la peau, eczéma sec, herpès, zona, ça ce sont des maladies de cristaux. Voilà le volant vital, c'est donc notre capacité d'auto-guérison que nous avons en nous. Et puis au final, nous avons la maladie centrifuge ou la maladie centripète. C'est quoi la différence? La maladie centrifuge, c'est pas encore là que je voulais aller, la maladie centrifuge, c'est une maladie réactionnelle chronique. Elle se manifeste plus lentement, plus localement, et la force vitale est égale aux surcharges. Ça veut dire que nos organes émonctoires arrivent à éliminer ces toxines-là. Il y arrive. Enfin, il est mis à rude épreuve, mais il y arrive. Ça, ce sont des maladies centrifuges dont on arrive à se débarrasser. Et puis, il y a les maladies centripètes. Et là, on tombe dans l'irréversible. C'est souvent les cancers et les maladies dégénératives. Donc voilà, en gros, comment marche la naturopathie. C'est bon, je ne vais pas trop vite? Vous me le dites, hein, parce que je vais vous donner beaucoup d'infos, alors si jamais je vais trop vite, vous me calmez. Il y a aussi un grand souci au niveau des virus et du terrain. Pourquoi on attrape davantage les virus par rapport à une autre personne? Ça peut effectivement être la peur et surtout le grand fléau, décidément, le stress. Le stress, je dirais que beaucoup de personnes, là on les voit maintenant, hein, quand on sort de la période de confinement, il y a énormément de personnes qui ont les dommages, on va dire, collatéraux suite au confinement, et il y a beaucoup de dépression, de burn-out, de part et d'autre, et même chez des individus qui n'étaient pas du tout prédisposés à pouvoir avoir une dépression. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération, et je vous ai fait un petit chapitre là-dessus parce que ça me paraît essentiel. Donc en général, on est tous comme ça. Ça, c'est ce qui nous stresse, le grand rond. Ça, c'est ce qui peut arriver. Et au final, c'est ce qui arrive vraiment. On connaît tous ça, on se fait des montagnes dans nos têtes, parce qu'on est construit comme ça, parce qu'on carbure à ça, parce que notre mental, notre ego n'arrête pas de nous dire c'est la cata partout. Et en fait, non. Il faut vraiment garder ce schéma-là en tête, de se dire, moi, par exemple, avant cette conférence, j'ai stressé comme une malade parce que j'avais un problème informatique. J'étais dans tous les états et j'étais en train de penser, mais attends, tu vas prêcher, mais écoute un peu ce que tu prêches quand même. Et je me suis dit, et c'est vrai, j'en parlais à mon fils dans la voiture, je me suis dit, regarde, je suis en train de stresser, et en fait, il n'y a pas lieu de stresser. La clim, elle marche, et mon petit appareil marche aussi. Où est le problème? Et bon, on est construit comme ça, après, c'est des fois difficile de se refaire, mais il faut juste en prendre conscience que, des fois, on fait des montagnes de pas grand-chose. Ce qui est important quand on est stressé ou quand on est dans une situation d'angoisse, c'est souvent qu'il y a un trop plein d'émotions. Et là, je voulais juste vous dire qu'il est important, quoi que vous ayez, mais il faut en parler. Les émotions ne doivent jamais rester à l'intérieur de nous.
elles sont comme des toxines. Vous savez, les toxines qu'on peut avaler, les cochonneries qu'on mange. Et bien les émotions refoulées, c'est pareil pour le mental. Il est essentiel, primordial de les exprimer. Alors on peut les exprimer de diverses manières. On peut en parler à quelqu'un, on peut en parler à un thérapeute. J'ai des cartes de visite là-bas. On peut en parler à une amie, à peu importe à qui, mais si on ne se sent pas à l'aise forcément avec une amie, par peur d'être jugé, etc., ou par rapport à son conjoint, en tout cas, il faut en parler à quelqu'un. Et si on n'est pas bavard, on peut toujours écrire une lettre, par exemple, et la brûler. On peut aller en forêt, parler à la nature, ou alors se défouler sur un tronc d'arbre, mais l'essentiel, c'est de l'exprimer, l'essentiel, c'est que ça sorte. Parce que c'est tellement vrai, moi je le vois au quotidien, ce que la parole n'arrive pas à exprimer, le corps s'en charge. On appelle ça la somatisation. Pardon. On appelle ça donc la somatisation. C'est vrai que souvent c'est lié. Il y a certaines souffrances, certaines émotions qui sont refoulées, qui parlent et qui développent leurs symptômes au travers du corps. On appelle ça donc la somatisation. Et chaque organe a son sa petite émotion qui le suit. Par exemple, la colère affaiblit le foie. Le foie, c'est toute la rancœur qu'on n'a pas réussi à sortir, toute la colère qu'on garde en nous. C'est en général des problèmes hépatiques qui peuvent survenir. Alors, allez dans la forêt, tapez contre un tronc d'arbre, allez hurler, crier, mais faites-le. C'est très important. Le chagrin affaiblit les poumons. J'ai eu, moi, une fois un décès d'une personne de ma famille qui était ma maman de substitution. J'ai fait, je ne le savais pas encore, j'ai fait par après une pneumonie qui a duré 3 mois. Donc je peux vraiment dire que la tristesse affecte les poumons. L'inquiétude affaiblit l'estomac. Le stress affaiblit le cœur et le cerveau. Et la peur, les reins. Souvent, quand on a peur, on le voit des fois chez des enfants, même chez des adultes, quand on a très peur, on n'arrive plus à retenir son urine. Donc la peur tape beaucoup au niveau des reins. L'amour apporte paix et harmonie et renforce le corps et l'esprit. Et le rire réduit le stress et les sourires diffusent la joie. Voilà. Ça, c'était pour la petite parenthèse de la somatisation. Les émotions, c'est les 4 émotions dominantes quand même. Il y a la tristesse, la joie, la colère et la peur. J'ai fait cette petite chose pour vous montrer à quel point c'est important des fois d'observer une fois les enfants. Ils n'ont absolument pas peur de dire les émotions qu'ils ressentent. Et des fois, on devrait repenser au petit enfant qui est en nous et le relaisser parler. Parce qu'on comprime trop nos émotions. Il faut être ceci. Sois un homme, mon fils, il ne faut pas pleurer, les femmes ne doivent pas faire ceci, cela, il faut toujours qu'on soit digne, qu'on soit machin. Tout ça, c'est des masques sociaux qu'on se met devant le visage. Mais en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment exprimer ses émotions, de se rappeler l'enfant qu'on était. Parce que, en fait, ils ne trichent pas, ils vivent leur moment présent comme personne. Quand ils sont surpris, ça se voit. Quand ils vous boudent, ça se voit aussi. Puis quand ils sont en colère, idem. Donc ce serait bien de reprendre un peu et de se rappeler l'enfant qu'on était, qu'on est toujours encore quelque part. Donc exprimer ses émotions, c'est comme enlever les nuages noirs devant le soleil pour laisser pousser les fleurs. C'était la petite minute de poésie que je voulais. Voilà. On va passer à des choses un peu plus virulentes. Notre système immunitaire. Donc, il est constitué de plusieurs choses. Les amygdales et les végétations qu'on a tendance un petit peu à trop vite enlever chez nos enfants. Et pourtant, c'est un système défensif très, très, très élaboré. On trouve donc toutes ces immunoglobines, c'est ce qu'on fait quand on fait une prise de sang, on cherche ces immunoglobines-là, mais elles sont surtout produites dans ces tissus-là, les végétations et les amygdales. Donc c'est vrai que les enfants qui font des angines à répétition, on a tendance à leur couper les amygdales, c'est une barrière défensive qu'on enlève. C'est un peu dommage. Il faut y aller doucement. Les muqueuses, alors on a des muqueuses un peu partout. C'est le mucus qui tapisse les voies respiratoires, digestives, urinaires, génitales, mais qui nous défendent également des agents pathogènes. Nous avons l'appendice également. Et il faut savoir que l'appendice, le corps humain est très intelligent. On dit que c'est quelque chose qui ne sert à rien. Et souvent, quand on a une appendicite,
aussi Anna Panis qui est là, il a un rôle à jouer. Et effectivement, c'est un réservoir de très bonnes bactéries. La peau qui est difficile à percer, recouverte de sébum acide, mais elle représente la première défense contre les agents pathogènes. Alors c'est ce que j'explique à chacune de mes conférences. Si vous avez l'occasion de transpirer, n'hésitez pas. Transpirer. La peau fait partie des 5 émonctoires principaux et on élimine énormément de toxines via la transpiration. Alors quel que soit le moyen, que ce soit par le sport, le sauna, vous énervez votre belle-mère, peu importe, transpirer, c'est très bon pour la santé. Après, nous avons donc le thymus, ou alors la glande thyroïde. C'est là que sont fabriqués les lymphocytes T, là-haut, thymus. Les lymphocytes T, c'est des lymphocytes tueurs. Ce sont des globules blancs qui combattent l'infection. Il y a les ganglions, les vaisseaux lymphatiques, la rate qui est un organe lymphatique, les plaques de Peyer qui se trouvent dans les intestins et la moelle osseuse. Voilà en fait la globalité du système immunitaire qui nous compose. Mais nous ce soir, on va en voir un en particulier, parce qu'en naturopathie on est très très branché là-dessus. On va le voir après. Donc déjà la propagation des virus dans l'organisme se fait soit par la peau, soit par la voie sanguine, le sida qui est un virus, la voie respiratoire, le Covid, la voie génitale. Et donc les voies de dissémination, les diffusions des virus dans l'organisme se fait par la voie lymphatique. Voilà ce qui va nous intéresser ce soir. C'est lui. Les intestins. Le gros intestin notamment. On va parler du microbiote. Quelqu'un a déjà entendu parler du microbiote? Oui. Ok. Donc le microbiote intestinal est le plus important microbiote du corps. Il colonise les parois de l'estomac et des intestins. Et il est surtout concentré au niveau du côlon. Le côlon, c'est ceci. Ça, c'est l'intestin grêle. C'est les maîtres d'intestin qu'on a, mais le côlon, c'est tout ce qui fait le carré de notre ventre. Mais nous n'avons pas qu'un microbiote intestinal, nous en avons un déjà dans la bouche, qui commence, sur la peau, dans les poumons, dans le système digestif, et pour les femmes, il y a un microbiote au niveau du vagin. Donc voilà ce qui va... Voilà, ça c'est un intestin vu un petit peu au microscope. C'est pour vous montrer comment il est représenté. Nos intestins sont faits avec plein de villosités. C'est pas un intestin comme les carnivores qui sont juste des longs tuyaux. C'est fait de plein de villosités, de replis. C'est assez complexe comme composition. Mais il faut savoir que si on devait l'étaler, vraiment bien l'étaler, on recouvrirait l'équivalent d'un terrain de tennis, soit 260 mètres carrés. Donc on a quand même pas mal de marchandises dans le ventre. Voilà, bon, on ne va pas s'amuser à faire ça ce soir. À votre avis, combien pèse notre microbiote? Alors le microbiote, je tiens bien à préciser, ce sont juste les bactéries que vous avez. Ce ne sont pas les matières fécales qu'il y a dans les intestins. C'est juste les bactéries. À votre avis, combien pèse le microbiote chez une personne normale? 2 kilos. Ça peut aller jusqu'à 5 kilos chez certaines personnes. Ça ne dépend pas de leur poids, mais de leur qualité de ce qu'ils mangent. Donc, ces 2 kilos, ce ne sont que des bactéries. D'accord? Ce n'est pas les matières fécales, c'est que les bactéries qu'on a dans nos intestins. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser de plus près. D'ailleurs, je vais vous montrer, mais il y a certaines personnes qui s'y intéressent vraiment, des professionnels, des médecins. On y découvre des tas de choses. Alors, il y a environ 100 000 milliards de bactéries qui vivent dans nos intestins. 100 000 milliards de bactéries. Elles ont des fonctions digestives, métaboliques, immunitaires et neurologiques. Elles sont propres à chaque individu. Il y a 160 espèces de bactéries environ par individu, 15 à 20 espèces, etc., etc. Elles participent à l'assimilation des nutriments. Souvent, on voit que quand des personnes sont très perturbées au niveau du microbiote, l'organisme n'assimile plus les nutriments qu'on lui donne via l'alimentation. Et on a des personnes qui sont sous-nourries parce qu'elles ont un mauvais microbiote. Les facteurs qui favorisent les déséquilibres du microbiote sont les maladies neuropsychiatriques, l'obésité, le diabète, le cancer, les maladies intestinales chroniques inflammatoires. Et Dieu
nos intestins sont connectés avec notre cerveau. D'ailleurs, si vous regardez un peu plus près la consistance et l'apparence de chacun, pas la consistance, non, l'apparence, c'est quand même très ressemblant. Et ça communique. Comment on communique, comment nos intestins communiquent avec notre cerveau? Tout simplement par le nerf vague. Le nerf vague est un nerf qui vous traverse du cerveau jusqu'aux intestins. On dit souvent j'ai fait un malaise vagal. Ça passe par ce nerf-là qui se comprime pour X raisons. Mais la connexion cerveau-intestin passe par le nerf vague. Et on a également vu, au niveau du microbiote, qu'il y a des personnes obèses qui n'arrivent pas à maigrir, sachant qu'elles font un régime. Et là, des fois, on se dit, non, on doit manger en cachette, on ne va pas me la faire. Et bien, on s'est rendu compte d'une chose. On a fait les expériences suivantes. Nous avons pris le microbiote d'une personne obèse. On a, j'aime pas trop la méthode, on a donné à un rat ou à une souris. La souris en question est devenue obèse. On fait ça même, on fait ces expériences-là avec des souris. On prend une souris obèse, on prend son microbiote, on met une souris normale, la souris normale devient obèse, sans manger davantage ni autre. Il y a juste une question des fois de métabolisme, de quelque chose qui ne marche pas parce que le microbiote est complètement déséquilibré. Donc vraiment, si ça vous intéresse, allez chercher sur Internet, vous verrez les expériences qui ont été faites sont assez parlantes. Mais il y a également une autre chose où les psychiatres commencent à s'intéresser de plus en plus, c'est effectivement le rôle du microbiote dans les maladies neuropsychiatriques. On a vu que les enfants autistes souffrant d'autisme ont souvent un microbiote complètement dysfonctionnel. Donc, l'autisme, la schizophrénie, l'anxiété et la dépression, et également les troubles bipolaires. On a vu que les troubles bipolaires, les gens qui ont des troubles bipolaires, qui est une maladie quand même très sérieuse, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup ils sont extatiques, ils sont très joyeux, 5 minutes après, ils sont au bout de leur vie, quoi. Ce sont des troubles psychiatriques où on a fait une corrélation, on a vu qu'il y avait souvent un problème avec le microbiote. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus cherché, creusé. D'ailleurs, vous allez voir ce qu'ils font dans d'autres pays, mais en France, on commence à y venir un petit peu plus. C'est pas très de l'amour ce que je vais vous dire après, mais c'est comme ça. Voilà nos cellules des intestins, comment elles sont faites. On parle toujours de barrière intestinale. Vous avez déjà entendu ça, qu'il faut fortifier sa barrière intestinale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les cellules de nos intestins ont des jonctions bien serrées, la barrière est bien faite. Là, les agents pathogènes ne peuvent pas passer au travers. Quand la barrière intestinale est un petit peu en berne, les cellules entre elles se divisent. Et là, toutes les toxines, le stress, les particules de nourriture, les médicaments, le gluten, etc., passent au travers de ces cellules-là et passent dans le sang. Il y a des réactions immunitaires qui se font. D'accord? D'où l'importance, moi ce schéma-là je le trouve très, très parlant parce qu'on parle souvent de cette barrière intestinale qu'il faut à tout prix fortifier. C'est quoi une dysbiose? Une dysbiose, c'est justement quand le microbiote est déséquilibré. On a des champignons et des bactéries pas très très sympas en nous qui viennent forcément s'installer et proliférer. Alors c'est quoi ces bactéries-là? Ce sont des champignons, des indésirables, et tout le monde a déjà une fois entendu parler du Candida albicans, dont on a beaucoup de mal à se défaire une fois qu'on l'a. Donc les troubles digestifs chroniques, la constipation, le stress, la fatigue chronique, la dépression, les pulsions sucrées, la prise de poids et les troubles du sommeil, c'est souvent le signe qu'il y a une dysbiose. Et que fait la dysbiose une fois qu'elle est installée? C'est la bactérie qui demande sans arrêt au cerveau du sucre. Quand vous avez des pulsions sucrées, je connais des gens qui ne... Je vois madame qui sourit. Quand des personnes ont des pulsions sucrées où vraiment on n'arrive pas à se retenir, on peut tuer pour avoir du sucre, comme un ancien fumeur pourrait le faire pour une cigarette, c'est que souvent c'est signe que les bactéries ont besoin de s'alimenter. Elles s'alimentent beaucoup, les mauvaises bactéries, avec du sucre. Donc attention aux pulsions sucrées, c'est souvent qu'il y a un problème au niveau des intestins. Et pas salé? Non. Je trouve salé, c'est pas... Non. C'est pas grave. Non. Une fille. Elle n'est pas glamour, mais elle est très drôle et tellement vraie. C'est l'histoire de deux crottes.
Il y en a une qui dit « J'ai traversé des paysages à couper le souffle, peuplés d'êtres apaisants et merveilleux. » Et l'autre qui lui dit « T'es vénard, pour moi c'est un coupe-gorge rempli de monstres terrifiants. » On ne regarde jamais assez nos déchets, nos selles. On ne les regarde pas et on devrait un petit peu s'y intéresser. Que fait une maman animaux? Que font les mamans animaux quand elles ont des petits? Quand le petit, il fait sa crotte, la maman va le scanner. Au niveau de l'odorat, de la vision, de tout, elle va scanner. Elle comprend si son petit est malade ou s'il a s'il est le plus faible déjà parmi la portée, etc. Et nous, dans nos toilettes modernes, c'est vrai qu'on ne peut plus trop regarder ce qui se passe. Et souvent, beaucoup de choses sont dites à ce niveau-là. Bon, je vais parler un petit peu de choses. Voilà. Donc, quels sont les symptômes d'une dysbiose? Souvent, on est nauséeux, on est ballonné, on peut avoir des vomissements, on peut perdre du poids, et ça, c'est dû souvent à la malnutrition, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a une dysbiose, l'intestin ne peut plus absorber les nutriments et les redistribuer dans l'organisme. Donc, on peut même manger suffisamment, mais avoir une malnutrition. La dépression, l'acné, la rosée, une fatigue qui ne s'explique pas, et des douleurs articulaires, alors qu'on n'est pas forcément un grand sportif, mais ça coince un petit peu partout. Alors si vous avez tous ces symptômes-là, c'est que c'est sûr, vous souffrez de dysbiose. Alors, il y a une solution à tout ça, c'est la transplantation fécale. Quelqu'un en a déjà entendu parler? Oui. Ah, bien. En France, c'est pas encore très courant, mais on s'y intéresse de plus en plus. Alors, dans l'absolu, comment ça se passe? Une personne qui a vraiment une dysbiose très avancée, c'est surtout une bactérie qu'on va voir après, le nom de la bactérie. En France, on fait des transplantations fécales. On les fait en milieu hospitalier. Maintenant, j'ai vu qu'aux États-Unis, ils s'amusent à les faire un petit peu chez eux à la maison parce qu'ils se disent là-bas, tout n'est pas remboursé, comme chez nous. Donc, il y a des gens qui s'amusent à faire des transplantations fécales chez eux à domicile, qui prennent un porteur sain. J'ai vu une fois une vidéo d'un monsieur, j'ai vite arrêté parce que ça devenait gore. Il montrait les tuyaux qu'il fallait utiliser, et il expliquait un petit peu comment faire sa transplantation fécale soi-même. Bon, ça devient n'importe quoi, mais ça c'est les États-Unis. En France, c'est un petit peu plus contrôlé, donc vous pouvez le faire à l'hôpital. Comment ça se passe? Ben voilà, c'est pas très. Ce sont des poches de donneurs d'excréments qui eux ont un microbiote sain. On les met dans des poches comme ceci, et puis après, on les injecte. Alors on peut les injecter par sonde nasogastrique, c'est assez terrifiant. C'est une sonde qu'on vous met dans le nez qui va descendre directement dans vos intestins, ou alors on peut le faire également par une sonde qui passe par l'anus, et voilà. Mais celle-ci est plus efficace parce qu'elle travaille déjà au début des intestins. Donc voilà. Alors, vous avez tous entendu, oui, alors la bactérie en question, la colite à Clostridium difficile. C'est une bactérie qui commence à proliférer, surtout dans les milieux hospitaliers. Ça devient, même un petit peu avant le staphylocoque doré, il y a celui-ci. On n'en parle pas trop parce que, vu les soins qu'on doit apporter, c'est pas très... mais on le voit de plus en plus. Et elle se produit souvent chez des personnes qui ont pris des ou trop d'antibiotiques durant leur vie et n'ont jamais fait une cure de probiotiques par la suite pour restaurer la flore. Et c'est la cause la plus fréquente des infections contractées dans les hôpitaux. Donc quand on souffre de ça, on vous fait une transplantation fécale. Voilà, la bonne nouvelle. Ici en France, nous avons des banques d'argent, nous avons des banques de sang, des banques de sperme, et c'est tout. Dans les Pays-Bas, ça existe. Il y a un hôpital, l'Université de Leyde, qui a mis sur pied la banque néerlandaise de donneurs d'excréments. Elle doit aider ceux qui souffrent d'infections chroniques des intestins. Mais elle existe, elle est bien là. Donc je veux dire, ils sont déjà bien open, eux. Donc on peut aller se faire une transplantation fécale. Voilà. Donc ça c'était pour la petite page glamour. Mais rassurez-vous, il existe des solutions plus soft, heureusement. Et on va vous en parler. Et celles-ci, elles sont à la portée de tous. Hein, pas besoin d'aller à l'hôpital ou faire. Il y a, ça va trop vite.
tout d'abord les aliments probiotiques. Ce sont des aliments fermentés et surtout consommés crus, parce que la cuisson tue les bactéries, hein, donc c'est une bonne bactérie, il faut qu'elle reste vivante. On la retrouve dans la choucroute crue, dans les légumes fermentés, les jus de légumes lacto-fermentés, le kéfir, le kombucha, la soupe miso, etc. On les appelle les GOS, les galacto-oligosaccharides. Il y a quelque chose, alors si ça vous intéresse, j'ai des recettes tout à l'heure, si jamais ça vous intéresse, pour faire des légumes lacto-fermentés. C'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait avoir chez soi. C'est très 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 simple à faire, vraiment. Il suffit d'avoir un bocal, des légumes, du sel et on a dans la musique. C'est d'une simplicité enfantine. Je vais vous la faire très rapidement. Comment faire? Voilà, on prend un bocal, vous savez les bocaux qu'on faisait à l'époque avec le caoutchouc, 30 g de gros sel, bref, je ne vais pas vous l'avez ici en fiche, hein, parce que c'est trop long à écrire. Je vous donnerai la fiche à la fin. Juste à partir de 3 semaines, vous pouvez commencer à les consommer. En fait, vous allez voir que dans le bocal, il va y avoir des bulles qui vont commencer à monter. Et ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a des bactéries des bonnes bactéries qui sont en train de se diffuser. Par contre, si vous avez du moisi, c'est qu'il y a des mauvaises bactéries. Donc là, poubelle. C'est que vous avez ou mal lavé vos mains ou que le récipient n'était pas assez stérilisé. Bref, il faut le refaire. Mais s'il y a du moisi, c'est pas normal. Par contre, des bulles, et que vous voyez que ça bouge, ça vit, c'est qu'il y a des bonnes bactéries. Vous pouvez les consommer tous les jours. Un bocal peut se conserver 1 an au réfrigérateur une fois qu'il a été fermenté. Donc tous les jours, avant les repas, c'est important, avant les repas, prenez un petit peu de vos légumes. Vous pouvez mettre dedans ce que vous voulez comme légumes. Ça ne se mélange pas dans une préparation. Pourquoi pas? Moi je préconise quand même de les manger crus, ou alors vous pouvez les manger mais toujours avec du cru au départ. Avant un repas, on commence toujours un repas avec du cru. Crudité. Voilà. On pourrait rajouter une cuillère. Tout à fait. Croquer les légumes, comme ça, prenez l'habitude. Mais prenez aussi l'habitude de toujours commencer un repas avec du cru. Hein. Je vais en parler dans une autre conférence, ça a son importance. Hein. D'ailleurs, en Allemagne, quand vous y allez, on sert toujours une petite crudité. Oui. C'est voulu. Je ne sais pas s'ils savent pourquoi ils le font, mais c'est bien de le faire. Il faut revenir à une autre conférence, je vous l'expliquerai. Voilà. Alors voilà comment les consommer. Une cuillerée à soupe en début des 2 principaux repas de la journée, bien mastiqué, etc. Par contre, si vous êtes anémié, si vous n'avez pas assez de fer dans le sang, pensez à la betterave lacto-fermentée. La choucroute crue lutte contre les parasites intestinaux et est bénéfique en cas d'ulcère et de gastrite. D'accord? Et le radis noir, il soutient l'activité du foie, souvent mis à mal lors de gros repas. Nous avons un repas de fête de fin d'année, vous pouvez faire lacto-fermenté le radis noir. Quand on dit le terme lacto-fermenté, il n'y a pas de lait. Hein. Je vais en parler après du lait, de nos produits laitiers. Donc ça n'a rien à voir avec le lait, hein, c'est juste lacto-fermenté, c'est le mot qui est comme ça. Voilà. Après, les probiotiques, vous avez les prébiotiques. Alors les probiotiques, on a bien compris, ce sont les bactéries, et les prébiotiques, c'est la nourriture des bactéries. Elles vont s'alimenter de ce que vous leur donnez là. Ce sont surtout des fibres. On compte donc les légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois chiches, fèves, etc. Le blé, l'orge, le seigle, la chicorée, les asperges, l'ail, les artichauts, les oignons, les bananes, on les appelle les fructo-oligosaccharides, les fosses. Ça, ce sont des prébiotiques. Prébiotiques, c'est la nourriture des probiotiques. Il va y avoir une interrogation écrite à la fin. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir la symbiose des deux. La symbiose, c'est suffisamment de probiotiques et en accompagnement des prébiotiques pour qu'elles puissent s'en alimenter. Alors vous me direz, dans l'alimentation aujourd'hui que l'on a, c'est un peu difficile d'en trouver à l'état naturel. Alors si on ne sait pas faire des légumes lacto-fermentés, ou si on n'a pas le temps, ou si on est occupé à faire autre chose, il y a d'autres solutions, bien évidemment, vous en avez peut-être probablement entendu parler, c'est les probiotiques qu'on trouve en complément alimentaire. Il y a à boire et à manger. J'ai fait des recherches bien approfondies. Il y a une marque avec qui je travaille qui est la marque BeLife. D'ailleurs, j'ai élaboré je ne sais pas si vous avez vu, j'ai élaboré des box que mon fils va vous vendre après, pour ceux qui en veulent. Ce sont des box où il y a effectivement des probiotiques. Alors madame, je sais qu'elle est venue me voir il y a 15 jours et elle a pris celui-ci, hein, et ça va mieux. Je trouve. D'accord. Au bout de 15 jours, ce qui est donc déjà très bon. Ce qui est important quand vous prenez des
probiotiques, c'est de les prendre à jeun. Pourquoi? Parce que ce sont des bactéries vivantes, et si vous les prenez après un repas, elles vont rester dans l'estomac. Or, là où elles doivent aller, c'est dans l'intestin. Donc il faut qu'il n'y ait rien dans l'estomac. Il faut qu'elles puissent directement aller dans les intestins. Donc toujours prendre des probiotiques le matin à jeun. Attendre un petit quart d'heure avant de manger, et après on peut y aller. Mais toujours à jeun, sinon ça n'a aucun intérêt. L'acidité gastrique va les tuer, ces bonnes bactéries, et voilà. Donc les probiotiques à jeun. On va parler d'une chose dont on entend de plus en plus souvent, c'est pas une mode, hein, mais c'est vraiment un phénomène qu'on observe de plus en plus, qui est donc le gluten. Alors c'est quoi? C'est un ensemble de protéines que l'on trouve dans les grains de nombreuses céréales. On en trouve un petit peu trop. Les céréales, alors avec gluten, c'est le blé, le kamut, l'épeautre, le seigle, l'orge, l'avoine et le triticale. Ça c'est une céréale africaine, assez rare chez nous. Et puis vous avez des céréales sans gluten, le maïs, le riz, le sarrasin, le teff, le quinoa. Alors le quinoa, c'est pas une céréale, c'est une légumineuse. Mais donc il ne contient pas de gluten. Il y a l'amarante, le tapioca, le millet, le soja, le sorgho. Ça c'est sans gluten, ça c'est avec gluten. Je vous parle de ça parce qu'au niveau intestinal, c'est très important. Le gluten a tendance à perforer les parois des intestins et à ouvrir la barrière, non pas la fermer comme on le devrait. Qu'est-ce qui s'est passé avec le blé que l'on consomme actuellement? À l'époque, le blé sauvage avait 14 chromosomes. Je vous parle de ça il y a quelques temps. 14 chromosomes. Au fil du temps, on n'a pas arrêté de le mélanger, de faire des manipulations comme l'homme sait très bien les faire, des manipulations génétiques et autres. On a croisé des choses, on a fait un petit peu n'importe quoi avec le blé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de 14 chromosomes, il est passé à 42 chromosomes. Il se passe tout simplement la chose suivante, c'est que notre organisme ne le reconnaît plus. On l'a trop modifié, il a trop muté, il a trop évolué, trop changé que notre corps ne le reconnaît plus. Notamment nos intestins ne reconnaissent plus les molécules de gluten qu'on lui envoie actuellement. Et plus il y a les choses intensives qui s'accélèrent, il en faut de plus en plus, il faut de plus en plus de blé pour tout le monde. Ben voilà à quoi on en est arrivé. Un blé qui a muté. Alors, il existe 3 réactions face au gluten. L'allergie, avec une réaction immédiate, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ingèrent du gluten radical. Là, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à la mort, avec une certaine forme d'allergie très sévère. C'est le système immunitaire qui va libérer des anticorps pour défendre l'organisme contre ce qu'il considère comme une menace. Mais donc là, on peut avoir toutes sortes de réactions qui sont assez virulentes. Il y a l'intolérance. Vous avez entendu parler de la maladie cœliaque? Il y a de plus en plus de gens qui commencent à être touchés par cette maladie-là. Elle entraîne une inflammation au niveau des parois de l'intestin. Et ces parois donc, ne sont plus du tout en mesure d'assimiler les nutriments qu'on a dans l'alimentation, d'où une malnutrition par après. On peut la trouver, cette maladie, dans une prise de sang, qui ne suffit pas toujours, et il faut aller un peu au-delà et faire une biopsie pour voir si on souffre de la maladie cœliaque. Donc elle est souvent difficile à repérer tant les symptômes de la maladie sont nombreux, mais on retrouve toujours les mêmes symptômes. Douleur abdominale, diarrhée, ballonnement, nausées, fatigue, anémie, et des troubles neurologiques et articulaires. Voilà. Et puis, après l'allergie et l'intolérance, il y a l'hypersensibilité. Et là, je peux vous dire que pratiquement tous, on est dans cette catégorie-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intolérantes au gluten ou allergiques? Non. L'hypersensibilité, contrairement à l'intolérance et à l'allergie, ne va pas provoquer de lésions intestinales ni de production d'anticorps, comme c'est le cas pour l'allergie ou la maladie cœliaque. Simplement, les symptômes vont être les mêmes, mais on n'arrivera pas à les déceler par un bilan sanguin. Et les problèmes, les ballonnements, voilà, on retrouve la même chose, la fatigue, mais il y a certains hypersensibles qui présentent d'autres symptômes, donc des douleurs articulaires, des problèmes de peau, des migraines souvent qu'on n'arrive pas à expliquer. Tout ça, ça peut être dû à une hypersensibilité au gluten. Alors, les symptômes, ils causent très évocateurs si on est hypersensible au gluten.
douleur abdominale, ballonnement, gaz, alternance entre diarrhée et constipation, stress permanent, déprime et dépression. Quand on a tout qui va bien dans notre vie, on n'arrive pas à s'expliquer souvent pourquoi on fait des dépressions, des déprimes, on n'est pas bien. Il faut chercher des fois la cause un peu ailleurs. Elle peut être dans nos intestins. On a le cerveau embrouillé, une prise de poids subite, la fonction immunitaire qui est complètement anormale, c'est-à-dire que dès qu'il y a un petit virus qui traîne, hop, il va être pour nous. On peut avoir des problèmes dentaires, des maux de tête et migraines, problèmes de peau, etc., douleurs articulaires et musculaires, épuisement et fatigue inexpliquée. Ça fait beaucoup de symptômes pour une hypersensibilité, mais c'est pourtant ça. Alors, quelle est la solution? Ben, il n'y en a pas. On arrête le gluten complètement et on s'observe. Il n'y a pas meilleur médecin, je dirais, que vous-même. Quand on me dit des fois, moi je ne supporte pas tel ou tel aliment, je dis ok, mais on n'en connaît pas. C'est qu'il ne vous réussit pas. Souvent, on veut nous faire entrer dans les catégories en disant ah, mais en fonction du groupe sanguin, je ne devrais pas manger ci, en fonction de mon métabolisme, je ne devrais pas manger ça. Non, c'est juste en fonction de comment vous ressentez les choses. Je ne parle pas de sucrerie, de glace ou de cochonnerie, je parle des bonnes choses. Si elles ne vous font pas de mal, eh bien, c'est qu'elles sont faites pour vous. Si elles vous dérangent, ne les prenez plus, arrêtez-les. Donc c'est pareil pour le gluten. Ce que je recommande, si on a une suspicion d'intolérance au gluten, vous arrêtez le gluten pendant 8 à 10 jours. Mais quand je dis arrêter, c'est arrêter complètement. C'est-à-dire qu'il ne faudra même plus prendre une seule molécule, un seul morceau de pain ou un seul gâteau, parce que du gluten, il y en a partout. Il faudra bien lire les étiquettes et l'arrêter. Et au bout de 10 jours, si vous voyez que vos symptômes disparaissent, ben la messe est vite. Vous savez que vous faites une petite réaction de gluten et qu'il faut tout simplement l'arrêter. Et prenez l'habitude un peu de vous observer, de regarder comment vous réagissez. Alors, il y a plein de rayons dans les magasins, maintenant même les supermarchés le font, des rayons sans gluten. Il y a une association, si jamais ça vous intéresse, l'ABGAG, qui est l'Association française des intolérants au gluten. C'est un site qui est super bien fait. Ça vous explique comment vous alimenter, comment faire la cuisine sans gluten, etc. Ça donne des tas de recettes, mais c'est hyper intéressant. Et puis vous avez souvent ce logo-là, ou le gluten qui est barré pour reconnaître des produits sans gluten. Ceux qui sont vendus sans gluten, c'est qu'ils sont vraiment faits pour les malades cœliaques. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas y avoir une particule de farine dedans, parce que ça peut être assez virulent pour la personne qui est allergique ou qui a la maladie cœliaque. Ces produits-là sont faits dans des laboratoires spéciaux, dans des boulangeries spéciales. On ne mélange pas d'autres farines qui peuvent contenir du gluten. Donc quand vous avez ce logo-là, c'est vraiment très sérieux. C'est vrai que c'est plus cher, mais justement pour ça aussi. Il y a des moyens de fabrication qui sont complètement autres. Alors il y a des sportifs, notamment Novak Djokovic, qui a écrit un bouquin, et c'est un spécialiste du tennis qui l'a regardé jouer, et puis il voyait qu'il pêchait sur certains mouvements, il n'était pas bien, et puis il est rentré en contact avec lui en lui disant « je pense que vous êtes intolérant au gluten ». Et effectivement, il a arrêté le gluten et il a explosé son record. Cette nageuse-là, Dana Vollmer, enceinte de 6 mois, qui a remporté je ne sais pas combien de médailles au JO, pareil, intolérante au gluten, elle l'a arrêté et pareil, elle a explosé ses performances. Alors vous avez un livre qui est très très intéressant. Quelqu'un le connaît? En général, il vous tient tout l'hiver. Hein. C'est l'alimentation et la 3e médecine. C'est fait par le professeur Senialet, qui a élaboré un régime hypotoxique, c'est-à-dire le moins toxique possible, qui est très 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 dur à appliquer, mais il a soigné 2500 pathologies, dont des maladies auto-immunes, dont des scléroses en plaques. Il a fait en sorte que les cancéreux arrivaient à mieux supporter leur chimiothérapie, à mieux progresser dans leur rémission. Le régime est très 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 difficile, je vous explique grosso modo en quoi ça consiste. Pas de gluten, pas de produits laitiers, essentiellement du cru, pas de cuisson au-delà de 110 degrés. Bref, si vous tapez alimentation 3e médecine, on va vous donner les grandes lignes à suivre. C'est le professeur Senialet. C'est dur, mais c'est tout à fait criant. C'est un médecin qui l'a fait, hein, donc voilà. D'ailleurs, il s'est mis plein de médecins à dos à l'époque où il l'a écrit, parce que les autres disaient mais non, ça n'a donc rien à voir, une maladie auto-immune avec ce qu'on mange. Bah si, ça a tout à voir. On a aujourd'hui quand même des nombres
un nombre de maladies auto-immunes qui est complètement affolant. On en est à 81 actuellement. C'est en train de monter comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand on a une maladie auto-immune? Notre corps ne se reconnaît plus lui-même et se défend contre lui-même. Donc c'est vraiment quelque chose, ça c'est vraiment lié à l'alimentation moderne. Donc son régime hypotoxique est très, très bien. Alors on va parler de comment booster son système immunitaire en regardant, en expliquant déjà au niveau des catégories d'aliments comment ça se passe. On a d'abord les macronutriments qui sont les glucides, lipides et protéines que tout le monde connaît. Pourquoi ils sont macros? Parce que ils sont indispensables à la vie. D'ailleurs, il y en a un qui a été oublié, c'est l'eau. Mais on ne la compte pas comme macronutriments parce qu'elle ne contient pas de calories. Alors que ceux-là en contiennent, mais l'eau n'en contient pas, mais elle fait partie des macronutriments. C'est-à-dire que sans eau, on ne pourrait pas vivre. Sans eau, on ne peut pas vivre, donc ça fait partie des macronutriments. Et puis après, on a les micronutriments, les minéraux, les oligo-éléments et les vitamines. Alors, quelle est la différence entre les minéraux et les oligo-éléments? C'est juste l'apport journalier dont on a besoin. J'avais un PowerPoint, j'avais un... les minéraux, vous prenez 50 mg, vous faites un trait. 50 mg, c'est les besoins journaliers qu'on a besoin. Tout ce qui est au-dessus de 50 mg, ce sont des minéraux, et tout ce qui est en dessous des besoins de 50 mg, c'est les oligo-éléments. Oligo en grec veut dire petit, donc ce sont des petites quantités. Et après, donc, on a les vitamines. Alors la vitamine A, qui est très 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 bonne pour booster le système immunitaire, qu'on trouve dans tout ce qui est souvent orange, de couleur orange. Les abricots, la mangue, la citrouille, les carottes, etc. Mais aussi dans certains légumes verts. On en trouve un peu partout. Et pourquoi on l'a nommée la vitamine A? Parce que c'est la première qui a été découverte en 1913. Donc on a commencé par la première lettre de l'alphabet, voilà la vitamine A. Voilà ce qui se passe quand on est carencé en vitamine A. C'est vrai que on dit toujours que c'est la vitamine de la vue, très bonne pour la vision. Si on est en carence, on perd de l'intensité au niveau de la réponse immunitaire, une altération des os, fatigue générale, mauvais fonctionnement des sens, ouïe, goût, odorat, et une altération cutanée. Je vous ai mis juste les besoins journaliers qu'on a en microgrammes ou en nuit, en fonction de l'âge, et le sexe là n'a rien à voir, c'est juste l'âge. Donc la vitamine A, très importante. La vitamine C, pour moi, c'est la vitamine de référence avec celle qui va suivre après. On pense avoir suffisamment de vitamine C en soi. Or, qui mange tous les jours, en hiver, 2 oranges et 2 kiwis par jour? C'est bien de l'avouer. Il faudrait tous les jours consommer 2 oranges, 2 kiwis par jour. Personne ne le fait. Et c'est fort dommage parce que cette vitamine a tellement de vertus. La vitalité, le tonus, la jeunesse, l'élasticité, etc., etc. C'est un anti-stress, un antioxydant et surtout, c'est l'immunité également, l'énergie. Mais ça a tellement d'autres vertus. On a remarqué aussi qu'il y avait des cancéreux qui étaient soignés avec de la vitamine C, non pas à prendre, mais en injection, en intraveineuse. Et on a vu que les personnes supportent mieux la chimio, arrivent à mieux combattre leur pathologie. Donc c'est vraiment la vitamine, pour moi, la vitamine très 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 importante. Donc quoi, on la trouve essentiellement dans le cassis. Pour 100 g de cassis consommé, vous avez 200 mg de vitamine C. Le persil en contient aussi beaucoup. Seulement pour avoir 100 g de persil, il faut déjà avoir une sacrée botte. Dans les poivrons rouges, crus ou cuits, dans les herbes aromatiques, le citron, etc. Voilà. Mais c'est surtout le cassis et le persil qui en contiennent beaucoup. Les besoins, alors là, moi, ce sont des besoins minimum qu'on vous met aujourd'hui quand vous faites, vous tapez sur Internet, les besoins en vitamine C, c'est dérisoire. Ça, c'est juste pour ne pas attraper le scorbut. Le scorbut qui est une maladie qu'on revoit apparaître. À l'époque, c'était la maladie que les navigateurs avaient quand ils étaient sur leur bateau et qu'ils devaient faire des traversées très longues en mer. Ils n'avaient aucun fruit, aucun légume frais sur leur bateau, ils n'avaient pas de vitamine C. Ils mouraient du scorbut. Et aujourd'hui, on voit que ça réapparaît chez les personnes qui vivent dans la rue, les personnes qui n'ont pas autant d'argent ou suffisamment les moyens pour acheter des fruits, des légumes régulièrement et en consommer
Le scorbut est en train de revenir. On est au XXIe siècle et c'est en train de revenir, quoi. Donc voilà les recommandations en milligrammes en fonction si on est une personne âgée, un ado ou un fumeur. Les fumeurs ont besoin davantage de vitamine C ainsi que les grands sportifs. Moi, le conseil que je donne, c'est 250 mg par jour, tous les jours. Si vous savez que vous allez manger 2 oranges de kiwi, c'est pas la peine d'en prendre. Faites-vous votre... Mais sachez que c'est une vitamine qu'on doit apporter tous les jours à notre organisme. Il ne sait pas la stocker. Donc, elle doit être amenée quotidiennement. 250 mg par jour, c'est vraiment ce que je recommande. Qu'est-ce qui mange énormément de vitamine C? Qu'est-ce qui nous brûle notre vitamine C? C'est le tabagisme. La pilule contraceptive ou les traitements qu'ont les femmes ménopausées, avec les hormones. Les opérations chirurgicales, grandes consommatrices de vitamine C, les séjours en hôpital, les efforts sportifs intenses, les efforts intellectuels soutenus, les médicaments comme l'aspirine, les antibiotiques, les antalgiques, les tranquillisants, et les pollutions environnantes importantes. Tout ça vous mange beaucoup de vitamine C. Donc il faut sans arrêt l'amener tous les jours. Alors, il faut savoir que donc, nous sommes des mammifères et qu'à l'époque, il y a très très longtemps, l'homme et le singe, normalement les mammifères savent se faire synthétiser eux-mêmes la vitamine C. Ils n'en ont pas besoin dans leur alimentation. Un chien n'aura pas besoin d'apporter d'un apport de vitamine C. Tous les mammifères en général savent la synthétiser, sauf l'humain et les grands singes. On a perdu ça au fil du temps. C'est dommage. Il y a cependant les rats et les chèvres qui arrivent à synthétiser eux-mêmes leur vitamine C comme personne. Ce sont de véritables warriors de la vitamine C. Alors, c'est à titre d'exemple, des mesures de production quotidienne du foie ramenées à 70 kg sur 2 animaux, en fonction du stress ou non. Regardez, le rat non stressé, on lui a trouvé 4,9 g de vitamine C dans le foie, et un rat stressé en a 15,2. Ça, c'est pour vous montrer l'effet du stress sur l'organisme. Plus on est stressé, plus il faudra se supplémenter en vitamine C. Quant à la chèvre non stressée à 13 g et la chèvre stressée 100 g. Pourquoi le rat fabrique beaucoup de vitamine C? C'est simple, il vit dans des endroits tellement insalubres. Normalement, il devrait tomber malade. Il ne tombe jamais malade parce qu'il se synthétise lui-même sa vitamine C. Il en va de même pour l'humain. Le stress peut multiplier par 10 nos besoins en vitamine C. Là, je voulais vraiment insister là-dessus parce qu'on n'en a pas assez. Voilà, c'est le petit chapitre de la vitamine C. Autre vitamine très importante, la D. La vitamine D et l'immunité. Alors, je sais que les sujets à controverse, mais je vais développer ça avec vous. Donc, la vitamine D contribue à l'entretien des os, à la fonction musculaire. Donc, elle aide le calcium à se fixer sur les os. Et surtout, on a remarqué quelque chose, c'est que les personnes qui souffrent d'Alzheimer et de Parkinson sont complètement au ras des pâquerettes au niveau de la vitamine D. Ils n'en ont pas en eux. Il y a plein d'autres pathologies, notamment, on a vu aussi dans certaines formes de cancer, il y a une carence en vitamine D. D'où l'importance d'en avoir assez ou de se supplémenter. Alors, où on la trouve, la vitamine D? Essentiellement dans l'huile de falmorue, c'est ce que nos grands-mères nous donnaient quand on était petits. Et puis, pardon. Il y a des végétariens dans la salle? Ils mentent, c'est pas vrai. Alors, on la trouve essentiellement dans les poissons gras. Saumon, hareng, anchois, sardines, truites, maquereaux, etc. Un peu dans le jaune d'œuf et dans les champignons pour les végétariens. C'est surtout, oui, des poissons gras qui sont riches en vitamine D. Mais voilà ce qu'on a observé. 3 Français sur 4 manquent de vitamine D.